mot, le pouvoir d'agir, mais en gros, ce qu'on y met derrière, peuvent être mis en capacité de pouvoir réaliser leurs aspirations, leurs projets sociaux, professionnels, etc. Et c'est vrai qu'on se rend compte que le sport et le jeu vidéo, c'est quand même des super leviers pour travailler cette question du pouvoir d'agir. Et donc c'est une question, moi, qui m'a particulièrement intéressé, finalement, comment ces outils peuvent être mis au service de l'autonomisation des jeunes. Donc je pense qu'on aura l'occasion de pouvoir échanger, on aura de la belle matière pour ce. Est-ce que Olivier, tu veux introduire Eh bien, bienvenue à toutes et à tous. Ravi de vous accueillir ici. On est gâtés aujourd'hui, effectivement. On sort du blister, effectivement, le magnifique joyau qui est l'Athletica. Et c'est avec beaucoup d'émotion que, effectivement, on accueille des acteurs de la jeunesse, on accueille des membres du sport, des acteurs du social, des acteurs de la culture du département. Et à travers effectivement ce fil rouge autour du jeu, on va pouvoir effectivement échanger et poser les premières pierres du développement effectivement d'une dynamique départementale avec l'ensemble des acteurs. Cet événement est possible aujourd'hui grâce au service départemental de la jeunesse, de l'engagement et du sport du Val d'Oise qui soutiennent financièrement ces 2 journées qui vont se dérouler adossées au plus gros tournoi de jeux vidéo, le King of Field de France. Cet événement est possible aussi aujourd'hui grâce à ce partenariat fort entre l'USDEM numérique, l'ancienne 404, et le Centre Information Jeunesse du Val d'Oise. Et pour cette belle journée, donc, on va démarrer par une table ronde de 10h à 12h, un petit peu à la bourre, parce que ça coule du béton encore tout autour. Et on enchaînera ensuite un petit apéro déjeunatoire pour les gens qui sont présents ici. Et on reprendra de 14h à 16h pour une belle table ronde autour de l'engagement et du e-sport et du jeu. Je ne vais pas prendre trop longtemps la parole, je sais qu'on est un petit peu en retard. Je vais la laisser, si vous voulez bien, aux deux présidents. Au président, donc, M. Élie Leport, président du Centre Information Jeunesse, pour un petit mot d'introduction. Et également à Philippe Deschaux, du président de l'USDEM, de l'Union sportive d'Oeil-en-Gain, Montmorency, qui effectivement accueille cette filière de e-sport et de démarche numérique. Si vous voulez bien. Voilà. Et une dernière info avant de laisser la parole à ces des messieurs. Donc ces deux tables rondes seront animées par David Gézo, effectivement, du collectif POA, qui est une grosse association régionale et qui travaille sur le pouvoir d'agir des jeunes et avec qui effectivement on partage beaucoup de valeurs, notamment autour de l'open source, de l'éducation et des valeurs partagées. Et bien sûr de Sébastien Hayé, fondateur de l'USDEM numérique ex-404. Voilà, merci beaucoup et belle journée à tout le monde. Bonjour à tous. Moi, je suis très flatté et honoré de participer à l'ouverture d'une telle rencontre sur le département du Val d'Oise. Vraiment. J'avais suivi par les médias et un peu par Olivier ce qui se passait à Deuil autour de ça. Mais un an après découvrir cette rencontre, je suis un peu subjugué par le travail qui est fait. Au niveau du centre d'information jeunesse, je crois que David a dit un peu les préoccupations fondamentales. C'est le rapport des jeunes à leur devenir, à ce qu'ils souhaitent, et bien évidemment sur les axes culture et sport qui sont les axes dominants. Rappelez aussi que, renforcé par ce qu'on a vécu avec le Covid, la sédentarisation accentuée des jeunes a eu des conséquences assez lourdes. Et aujourd'hui, c'est très important de trouver des supports pour les amener à nouveau à l'activité physique, bien sûr. Alors, je suis très honoré, moi, parce que quand je vois le niveau technologique numérique des réflexions aujourd'hui, ça me rajeunit beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'étais en 79-80 chef du bureau cinéma audiovisuel au ministère Jeunesse et Sport. J'ai participé à des tas de commissions interministérielles, y compris celle qui a mis en place la grande structure des sciences techniques à la Villette. J'étais au comité interministériel de pilotage de la mise en place de ça.
le début des radios, le début des télévisions régionales, la fibre. J'ai traversé tous ces domaines-là en commission interministérielle. Mais alors, me retrouver ici, je suis subjugué parce que je suis vraiment très dépassé par le numérique aujourd'hui. Et alors, s'appuyer sur le numérique pour permettre aux jeunes de se réaliser et de retrouver des activités extérieures, et cette notion d'agir est fondamentale aujourd'hui, fondamentale, notamment pour les jeunes. Et rappeler simplement qu'aujourd'hui, l'un des problèmes centraux de notre société, c'est le problème de la jeunesse. Et je dis que tout notre devenir, il est lié à ce problème-là, et tout ce qui peut être fait pour, disons, faire en sorte que les jeunes deviennent acteurs d'eux-mêmes le plus possible, c'est une garantie pour le devenir de notre société. Merci à vous, je m'en arrêterai là parce que... voilà. Merci, Président. J'ose à peine prendre le micro après un tel CV. Hein. Donc je vais faire ce que je ne fais pas d'habitude. Je vais prendre mes notes parce que je vais essayer d'être le plus bref possible parce que je vais essayer de ne pas me disperser. Donc moi, je m'appelle Philippe Deléchaud. Je suis... non, il n'y en a qu'une. Non. On va essayer d'être le plus bref possible. Je m'appelle Philippe Deléchaud. Je suis président d'un club omnisport créé en 1943. C'est moi qui l'ai créé, je vous rassure. Et qui comporte 8 sections. Club omnisport qui rayonne sur plusieurs villes du Val d'Oise. Et actuellement, nous avons 1900 licenciés au sein du club. Voilà. Tout ça pour vous expliquer notre présence aussi aujourd'hui. Donc, je vais essayer d'être aussi bref que possible. Donc, comme vous en doutez, tous les ans, nous faisons des demandes de subventions auprès des mairies du conseil régional, qui sont nos premiers pourvoyeurs de fonds. Et bien évidemment, il y a une question cruciale qu'on nous demande, quels sont vos objectifs pour l'année à venir. Donc, il y a 4-5 ans, on avait rencontré une association qui s'appelait Élan et qui s'occupait d'enfants handicapés qui étaient des autistes Asperger. Et on les a inclus notamment dans la section basket. Et aujourd'hui, on en a une quinzaine. Les choses se sont très bien passées. Et puis est venue l'année d'après. On s'est dit, tiens, qu'est-ce qu'on va faire cette année? On n'avait pas trop d'idées. Et à l'époque, on avait environ 1500 licenciés, dont 50% de jeunes. Et j'avais fait une proposition aux membres du bureau en leur disant pourquoi est-ce que, vu le nombre de jeunes qu'on a, on bâtirait pas quelque chose pour leur mettre le pied à l'étrier pour entrer dans la vie active. Puis bon, il y a eu beaucoup de réticences en disant non, c'est pas. Nous, on est dans le sport. Je leur ai dit oui, on est dans le sport, mais on est aussi dans l'associatif, et l'associatif, il est très large. Donc partant de ce postulat, quand j'ai vu ça, j'ai dit écoutez, on va, comme on dit, la faire courte, et je me suis lancé dans la réalisation d'un stage pour aider nos jeunes. Et d'ailleurs, le paradoxe, vous voyez, on n'est jamais prophète en son pays, parce que ça m'a ramené à concevoir un stage sur comment aborder un entretien d'embauche. J'ai fait ça, j'ai la chance de voir mon cousin qui était professionnel de ce métier et qui avait travaillé sur des méthodes de négociation qui avaient été utilisées pour finaliser les accords de Camp David, d'une part, et le rapprochement entre Mandela et de Klerk. Donc je l'ai appelé, je lui ai dit, écoute, voilà, j'ai une petite idée, moi j'ai travaillé là-dessus parce que je me suis lancé dans un truc qui n'est pas forcément mon cœur de métier. Et qu'est-ce que tu penses est-ce qu'on ne pourrait pas bâtir un stage sur une méthode de négociation pour aborder un entretien d'embauche, parce que tout ce que j'avais lu me plaisait pas trop, et effectivement pour moi il s'agit d'une vraie négociation. Donc on a bâti ce stage, et de fil en aiguille, je me suis retrouvé parrain à la mission locale de Deuil, d'Argenteuil. J'ai rencontré un certain nombre de personnes, et puis j'avais toujours une idée qui me trottait dans la tête en me disant, tiens, c'est bizarre, je vois tous ces grands clubs, surtout le football, qui font du e-sport, des gens comme, comment dirais-je, Barrière font du e-sport, donc il doit y avoir un intérêt là-dessus, il va falloir absolument qu'on se penche sur la question. Et au cours de mes pérégrinations, j'ai eu la chance de rencontrer le fondateur de la Ligue des Jeunes Talents, qui est un garçon qu'on a fait son métier, qui est un garçon remarquable, qui s'appelle Frédéric Coste. Et un jour, lors d'une réunion, je dis à Frédéric, tiens, je vais te demander un petit service, est-ce que tu n'aurais pas quelqu'un qui
soit fanat de jeux vidéo et qui pourrait venir me développer ça au sein du club. Et j'ai un monsieur qui s'approche de moi, qui est là, et qui s'appelle Maxime François. Et à l'époque, on ne se connaissait pas. Maxime arrive, il me dit, première question, est-ce qu'on pourrait se tutoyer? Je lui dis oui, moi je tutoie pas facilement dans la vie de tous les jours, mais dans le sport, c'est une évidence. Je dis, oui Maxime, pourquoi pas? Et puis il me dit, moi le challenge m'intéresse, et c'est parti comme ça, en fait. Et de fil en aiguille, on a suivi le parcours. Je suis allé voir le maire adjoint d'une des villes qui nous finance, qui est Enghien, pour ne pas la nommer d'ailleurs, il n'y a pas de secret là-dessus. Et je lui dis, écoute, voilà, je voudrais développer une branche e-sport au sein de l'USDEM. Est-ce qu'il y a déjà des choses qui existent à Enghien? Moi, j'y connais rien en e-sport. Va voir le service des sports. Je suis allé voir le service des sports. On m'a orienté vers le CCFV, qui était le centre François Villon, centre culturel François Villon. Et on a pris un rendez-vous. Donc, on est arrivé à ce rendez-vous avec Maxime pour la première fois. Et puis, est arrivé un monsieur. Ce monsieur, vous l'avez vu tout à l'heure, puisque c'est lui qui a fait la présentation, en la personne de Sébastien Hayé. Donc l'entretien démarre avec Maxime, et puis au bout de 2 minutes, Sébastien, il avait dû voir que je tendais bien l'oreille, il se tourne vers moi, il me dit, si vous ne comprenez pas, vous m'arrêtez. Et je lui dis, non, on ne va pas faire comme ça, parce que vous avez autre chose à faire que de passer la nuit dans un bureau. Donc vous voyez ça avec Maxime, et après on décodera. Donc c'est comme ça que ça a démarré. En sortant, Maxime m'expliquait un certain nombre de choses. Et puis ça a démarré comme ça. Et puis un jour, Maxime m'appelle, il me dit, écoute, il y a Sébastien qui voudrait te rencontrer. Est-ce que, écoute, il n'y a pas de problème. Donc on s'est vu 1 fois, 2 fois, 3 fois, 5 fois. Et puis comme on était sur la même longueur d'onde, oui, bien sûr. Dieu m'en garde. Et donc, si je peux m'exprimer ainsi, la mayonnaise a pris. Et Sébastien m'explique qu'il est fondateur de la 404. Alors, vu mon jeune âge, tiens, 404, ça me rappelle quoi, ma première voiture? Et je lui dis, mais c'est quoi la 404? Il me dit, parce que quand on est arrivé au CCFV, on nous a mis tout au fond, la porte du fond, là-bas, que personne n'ouvre jamais. Et ça m'a rappelé la page 404 qu'on ne trouve jamais sur Internet. Donc, voilà l'explication du mot 404. Donc, on a fait un certain nombre de choses. Et puis, le temps passe. Et un jour, Sébastien m'appelle, il me dit c'est une catastrophe, la présidente ne veut plus de la 404 au sein du CCFV et ils se séparent. Bon, écoute, on va prendre le taureau par les cornes, et c'est comme ça qu'est née, si vous voulez, l'association 404 USDEM. Voilà, donc, en quelques mots, l'USDEM... Alors, au bout d'un moment, après avoir eu... des discussions à la fois avec Maxime et Sébastien, j'ai compris certaines choses, même si le jeu vidéo n'est pas mon ADN, vous l'aurez compris, moi j'étais plutôt dans le sport réel que le sport virtuel. Et je me suis dit, oui, effectivement, ça ouvre beaucoup d'horizons. Et un jour, j'ai appelé Maxime, j'ai dit, écoute Maxime, le e-sport c'est terminé, on va appeler USDEM numérique, parce qu'il y a plein de choses à faire. Et le e-sport, c'est beaucoup trop limité. Et le e-sport de haut niveau, j'avais compris non plus notre ADN et là-dessus où on voulait aller. Donc aujourd'hui, pour faire très court, l'USDEM numérique est né. Pardon ? Non, mais c'est pour expliquer aux gens, parce qu'ils peuvent ne pas... Non, mais j'en terminerai en disant, voilà, que notre section numérique est basée sur 4 piliers. D'abord, le premier pilier, c'est le sport dans toute sa dimension. Ça va du sport traditionnel, du handisport jusqu'au sport santé. Le deuxième pilier, c'est l'inclusion sociale, c'est-à-dire que nous sommes ouverts à tous, y compris les plus défavorisés. Le troisième pilier étant l'insertion professionnelle. Et là, effectivement, la porte est grande ouverte, puisqu'on a la chance d'avoir notre président, qui est aussi président de la Ligue des jeunes talents, et bien d'autres personnes qui sont dans ce monde de la formation. Et le quatrième pilier est l'inclusion sociale. Donc là aussi, on a compris que les plus défavorisés, la porte est des grandes ouvertes, parce que venir à des jeux vidéo, c'est pas payant, donc tout le monde peut y participer. Et là, on a beaucoup intéressé les mairies chez qui nous sommes allés. D'ailleurs,
sans aucune prétention, hein, lorsqu'on est allé faire des let's play, à chaque fois les mairies nous ont demandé de revenir, donc c'est qu'apparemment ce qu'on leur a présenté leur a convenu. Donc dans l'inclusion sociale, il y a aussi un élément qu'on n'a pas eu le temps de mettre en place, mais qui se fera dans l'avenir, ça sera la formation des seniors dans les maisons de retraite pour l'utilisation des portables, des tablettes, voire plus loin, initiation aux jeux vidéo. D'ailleurs, on était rentré en contact avec, je ne sais plus le nom d'ailleurs. Bon, voilà. Voilà, donc pour moi, ça a été vraiment une découverte parce que j'imaginais pas qu'un jour, la section numérique d'un club au départ uniquement sportif ouvrirait tant d'horizons. Et il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, le président du Hand a demandé à Maxime de faire une prestation à Montmorency. Je suis allé les voir un dimanche après-midi, et tout ça sous l'égide de Tristan. Tristan, c'est le monsieur qui est derrière l'écran là-bas. Je suis arrivé, et puis les gamins étaient à l'écoute, ça se passait très bien, et il y a le maire adjoint au sport qui est arrivé. Je lui ai dit, vous avez vu, le numérique, c'est formidable quand même, hein. Et il m'a répondu, ah oui, mais c'est pas du vrai sport. Donc j'ai vite compris que ça voulait dire, ça m'intéresse pas, vous n'aurez pas de subvention. Donc là, en conclusion, ça sert de leçon. Je dirais, quand on ne connaît pas quelque chose, on s'abstient de faire des commentaires parce qu'effectivement, c'était un peu déplacé. Et d'ailleurs, je lui ai répondu, je lui ai dit d'ailleurs, vous ne croyez pas que les jeunes sont mieux ici? Et j'ai même, excusez mon langage, dit c'est mieux que de faire des conneries. Voilà. Donc, et la deuxième chose, sans aucune prétention, je voulais dire, et effectivement, moi je me suis rendu compte que le sport et la culture étaient non seulement incompatibles, mais essentiels. Et si je pouvais modestement donner un conseil à tous les maires de France, je leur dirais, mesdames, messieurs, lorsque vous allez nommer un adjoint, ne nommez pas un adjoint au sport et un adjoint à la culture. Nommez un adjoint à la jeunesse, au sport et à la culture. Et ça évitera bien des problèmes d'ego. Et souvent, moi je le vois, puisque je fréquente les mairies depuis un certain temps, on a des barrages à cause de problèmes d'ego. Vous avez l'adjoint du sport qui dit « moi, il n'y a que le sport qui m'intéresse », l'autre qui dit « moi, la culture, c'est mon truc », et on n'en sort pas, il ne se passe jamais rien entre les deux. Donc voilà. Et puis je voudrais en terminer pour remercier, on a eu la chance, lorsqu'on a contacté à l'époque le CDFAS, puisqu'il s'appelait encore CDFAS, de tomber sur quelqu'un qui a été à notre écoute, qui s'appelait Morgane Morizet, qui est un garçon extraordinaire, et Yvon Petit, oui, mais qui malheureusement aujourd'hui est très pris, puisque avec les Américains qui doivent venir pour les JO, il est plus que débordé. Donc évidemment, je voulais les remercier, et c'est des gens qui ont été très ouverts avec nous, qui ont compris ce qu'on voulait faire, parce que 2024 n'est pas une fin en soi. Nous, après 2024, il y aura autre chose. Il y a beaucoup d'opportunisme avec ces Jeux Olympiques, en se disant tiens, c'est une raison de venir prendre quelques subventions, mais nous, c'est pas notre façon de voir les choses. Donc nous existerons après. Et ça nous a permis de signer une convention de 2 ans avec maintenant ce qui est devenu Athletica. Donc voilà, j'ai été un peu long, mais je voulais vous expliquer pourquoi nous sommes ici aujourd'hui et ce que ça représentait pour nous. Voilà. Oui, vous précisez que je reprends la relation sport-culture. Si professionnellement, moi c'est le sport, personnellement, ma militance c'est la culture, toujours. J'ai été pendant une dizaine d'années président national des centres d'action culturelle, tout en étant inspecteur principal des sports, et directeur départemental d'ailleurs aussi. Je voulais vous dire aussi que je suis, dans le Val d'Oise, président de l'association Culture du Cœur, que j'ai créée il y a 21 ans. Culture du Cœur, c'est une structure nationale, il y a 45 structures territoriales aujourd'hui à peu près, ça existe depuis 25 ans. La mission, c'est l'insertion sociale par la médiation culturelle. Et nous, dans le Val d'Oise, depuis 4-5 ans maintenant, on y a ajouté la médiation sportive. Et donc, on est en train de développer cette dimension-là par rapport à tous les publics qui sont en grande difficulté, qui sont isolés, et on est en relation avec toutes les structures sociales du département, bien évidemment.
Et donc, sport culture, pour moi, c'est indissociable. Malheureusement, généralement, c'est très fragmenté et très découpé. Merci à vous. Juste une seconde pour confirmer ce que vous dites, cher Président. J'ai rencontré Olivier Lacombe et lors de notre première rencontre, Olivier me dit, voilà, on est en train d'agrandir notre conseil d'administration. Est-ce que tu voudrais venir au conseil d'administration? Moi, je dis, écoute, je vais réfléchir parce que j'ai déjà pas mal de choses et je suis relativement pris. Et puis la deuxième fois qu'on se voit, je dis, écoute, j'ai bien réfléchi, je vais te dire oui, mais à ce moment-là, on va faire un tir croisé. Moi, je suis en train d'agrandir le bureau de l'USDEM, toi, tu viens à l'USDEM. Et il m'a dit, ah ok, c'est d'accord. Donc c'est comme ça, voilà, de relation en relation, on a fait un tir croisé. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, on est tous là. Voilà. Merci à tous. Merci à vous deux. Bon, on va enchaîner tout de suite. Alors, on est en ligne pour information, donc n'hésitez pas à partager le lien, à commenter. On en a parlé tout à l'heure. On a donc l'USDEM numérique 404 est entouré de bénévoles puisque l'action principale c'est par et pour des jeunes. Et donc, on a deux de nos bénévoles assidus qui sont ici. Je voulais les remercier d'être présents par rapport à la technique. C'est eux qui vont reprendre les différentes questions qui seront posées sur le Twitch et qui pourront être ensuite retransmises ici. On va enchaîner tout de suite, David, si tu es d'accord. Et on va accueillir tout de suite Monsieur Roland Lejar, si tu veux bien venir avec moi, Roland, et nous rejoindre. Roland, je vais te passer le micro, mais je vais te présenter très rapidement. Alors, pour l'anecdote, je suis venu chez toi très rapidement pour pouvoir avoir des informations sur toi. Et tu as fini par me dire, écoute, pour me présenter, tu diras que j'ai été éleveur de vaches. Non, j'ai encore gardien. Alors, gardien, ça te va? Et tu as fini directeur général d'une des plus grosses entreprises d'Europe. Et tu vas nous en parler? Je vais essayer de vous en parler effectivement. Alors pour moi, c'est un honneur, c'est un plaisir d'être parmi vous. Pardon? Le micro un peu plus près. Je l'avale? Ouais. Bon, donc c'est un plaisir et c'est un honneur que d'être ici. Je dois dire quand même que ça a été difficile à mettre en place parce que mes amis qui dirigent l'USDEM, Monsieur Deléchaud que vous avez entendu, Monsieur Monge, qu'on appelle Philippe Monge, je crois, ouais, et qui est un ami, m'ont sollicité. J'ai évidemment posé des conditions et on s'est un peu disputé sur le montant de mes honoraires que j'exigeais que ce fût au black et ils ont tout refusé. Je viens quand même. Il est sympa. Bon, donc je me présente. D'abord, je ne suis pas tout jeune, il paraît. Je vais bientôt avoir 92 ans. J'ai fait 48 et 2, ça doit faire 50 ans d'activité professionnelle. Physiquement, j'ai fait 2 cancers. J'ai fait une pleurésie sèche. J'ai fait 4 fractures du crâne, dont une avec pronostic réservé pendant 13 jours. Je viens de faire il y a 4 ans un anévrisme de l'aorte abdominale. Je dois oublier quelque chose. Que tu as été sportif. C'est vrai. Merci de me le rappeler. Voilà. Et malgré tout cela, j'aime le vin.
J'ai toujours bu du vin. Avec modération. Quelquefois. J'aime le beurre salé, pas le demi-sel, le beurre salé. J'ai fumé un paquet de cigarettes chaque jour pendant plus de 40 ans. Mais toujours sportif. Et toujours sportif. Et j'ai fait du sport. J'ai commencé en étant dans un club qui s'appelait la Saint-Charles-d'Alfortville, qui était un patronage. Et je rappelle ici que ce sont les patronages qui ont introduit le basket en France. Donc ce club était champion de France et j'y suis entré à l'âge de 11 ans. Et j'anticipe un peu sur ce que j'ai à vous dire un peu plus tard, à savoir que dans mon activité professionnelle, que je commenterai dans quelques instants, j'ai eu le plaisir, et là aussi l'honneur, de faire en sorte que la Fédération française de basket souscrive auprès de l'entreprise dans laquelle j'étais employé à l'époque, souscrive des contrats pour l'assurance et l'assistance, de sorte que nous étions les assureurs de la Fédération française de basket. Pour la petite parenthèse, Fédération française de basket est dans un lieu, donc on est ici à Atletica, qui va accueillir la délégation américaine de basket pour les Jeux Olympiques et Paralympiques. Donc la relation est là aussi. Voilà. Alors. Ah oui, j'ai oublié le micro. On entendra mieux comme ça. Ah. Voilà, et n'hésitez pas d'ailleurs, il y a aussi un autre micro sans fil qui est là. On est là pour être dans l'interaction. Donc que ça soit ce matin pour les témoignages comme pour cet après-midi au niveau de la table ronde. Et puis David aussi, d'ailleurs, on va se mettre le micro au milieu. On est là pour échanger. Donc n'hésitez pas à prendre le micro, à lever la main. On viendra vous apporter un micro. Le dialogue est tout à fait ouvert, que ça soit en ligne sur le Twitch ou ici, avec les micros. Roland, alors, je te laisse la main. Merci. Alors, l'inspecteur commercial qui a réalisé cette affaire me téléphone en me disant « j'ai réussi à faire souscrire, etc. » Et le président de la fédération aimerait que vous participiez, s'adressant à moi, que vous participiez à la signature des 2 contrats d'assurance et d'assistance. Je dis « oui, bien sûr. » Quelques jours plus tôt, il y avait l'approbation des comptes de la société, l'UAP, la société d'assurance. Et pour présenter les comptes, il y avait 14 journalistes qui nous écoutaient. Quand je suis allé pour la signature des contrats avec la Fédé, je n'avais rien préparé parce que je m'attendais à voir un président avec 2 collaborateurs. Je suis arrivé, il y avait 200 personnes, une estrade, le président, le vice-président, le JAR aussi, du coup. Et j'ai eu un grand succès pour la raison suivante. N'ayant rien préparé, je me suis adressé donc à la salle en disant « Je crois que je suis le doyen de cette assemblée et je crois être celui qui peut revendiquer d'être le plus grand sportif de France. À savoir que, et je sors ma licence, que j'avais signée à l'âge de 11 ans, et à l'époque, j'avais 69 ans. Et ma licence a toujours été actualisée. Voilà. Alors, je reviens au sujet principal quand même, à savoir que le sport a conduit toute ma carrière. Je lui suis reconnaissant et je vais vous donner quelques éléments
qui ont émaillé la dite carrière. Je suis breton. C'est bien. D'où exactement en Bretagne? Et personne ici n'a le droit de le contester. Un Normand. Ah, on a des Normands dans la salle. On dit que je suis têtu. Je n'ai jamais compris pourquoi on dit des choses aussi ridicules. Et étant breton, je ne suis pas né en Bretagne, mais ma famille, sur 10 générations, est dans un village bien déterminé à marquer ses origines. Et ayant atteint difficilement l'âge de 7 ans, c'était 1939, déclaration de la guerre, et mes parents, pour me protéger, m'ont envoyé chez mes grands-parents maternels en Bretagne, dans une petite commune qui s'appelle Lanrelas, qui est au sud de Dinan. Et je suis donc allé à l'école en Bretagne. C'était une école catholique. Je suis arrivé dans une école où il y avait 2 classes qui préparaient, pour simplifier, l'équivalent de la première année scolaire en France, jusqu'à la 3e, c'était la préparation du certificat d'études primaires. Donc dans une même classe, il y avait 3 ou 4 générations d'élèves. Et ça a été très, très profitable pour moi. Et les résultats ont été, pour les profs, tout à fait satisfaisants, et pour moi, beaucoup aussi. De cette époque, ça a commencé par le fait que la ferme dans laquelle j'habitais chez mes grands-parents, je l'ai dit à quelques-uns ici, c'était une ferme toute petite, il y avait 8 hectares, dont la moitié était en métayage. Et c'était une ferme qui comportait 6 vaches, un cheval, un chien, des poules, des lapins et moi. C'est déjà pas mal. Absolument. Et les premiers pas à l'école ont été marqués par ceci. Pour aller de la ferme à l'école, il y avait à peu près 4,5 km à travers champs. Et je traversais un bois. Et mes camarades qui ne l'étaient pas au début m'avaient prévenu que dans ce bois, il y a des fantômes qui, assez souvent, viennent, crient et martyrisent des élèves, des enfants. C'est courant en Bretagne. Oui, c'est ça. Et donc, j'ai quand même subi des situations pas très agréables et qui marquent un peu les esprits, c'est-à-dire qu'il venait un certain nombre de garçons qui se cachaient à l'intérieur du bois et puis qui après criaient, etc. Et puis me déshabillaient, me fouettaient avec des branches d'arbres qui étaient à terre et me menaçaient, etc. Je ne disais rien à mes grands-parents, mais j'ai souffert. J'étais un intrus. Et par association d'idées, je rappelle ici que à cette époque, et ça existe encore un petit peu, quand un garçon voulait se
marié avec une fille. Si c'était une fille de la commune d'à côté, c'était très très mal vu. Il fallait que ce soit un mariage qui se fasse, si possible, afin de réunir deux fermes et élargir les terres cultivables à proximité. Ensuite, et je crois que c'est sur ce thème-là, que mes parents, qui étaient restés en région parisienne, que mes parents ont été amenés à quitter la Bretagne parce qu'ils n'étaient pas les aînés dans chacune de leurs familles, et la tradition ancestrale voulait que la suite de l'exploitation de la ferme soit réalisée par l'aîné, et il appartenait aux autres de chercher accueil ailleurs. C'était justement cette période-là vers où vous aviez 11 ans, où vous aviez commencé ensuite à faire du sport, ou c'est un petit peu avant? C'était avant, Un petit peu avant. quand j'étais à l'école en Bretagne, et j'y étais entre 7 et 10 ans. D'accord. Voilà. Tout s'est bien terminé, c'est bien passé. Les deux professeurs que nous avions ont eu la gentillesse de faire un mot à mes parents quand je suis rentré donc en région parisienne, en indiquant qu'il serait utile et surtout profitable pour moi que je poursuive des études plus longues. Et donc me voilà à Paris, plus exactement à Alfortville. Mon père est employé à la SNCF et maman est employée dans l'usine Boson-Verduraz qui fabriquait des pâtes alimentaires célèbres, les pâtes La Lune. C'est comme ça. Mon père était très autoritaire. Mon père était très courageux. Il était dans le personnel roulant, donc avec un planning qui s'étalait pour une semaine, jour et nuit, etc. Et quand il avait une journée ou une demi-journée de disponible, il travaillait en plus dans une entreprise de déménagement à Maisons-Alfort. Alors, du coup, si je peux me permettre, Roland, par rapport à l'arrivée en fait de ton lien entre le sport et le fait que tu allais commencer à justement rentrer dans cet élan sportif, associatif, et puis ensuite que ça allait jalonner, comme tu disais, ta carrière et ce qui s'en suivra. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus justement sur ta rencontre en fait avec le sport et comment ça s'est produit en fait? J'étais dans une famille catholique, j'allais à la messe et à côté de l'église, il y avait une cour de patronage et il y avait des panneaux de basket, et c'est comme ça que j'ai commencé à faire du basket à 11 ans, comme je vous l'ai indiqué. D'accord. J'avais justement, moi j'étais vraiment curieux de savoir dans cette période et dans cette rencontre avec le sport, avec du recul, finalement, vous allez nous en parler, j'imagine, mais quelles sont les compétences, les qualités, les valeurs finalement que vous avez pu acquérir à ce moment-là, parce qu'on comprend bien effectivement que c'est un moment de votre développement à 11 ans où vous arrivez, où vous revenez en Île-de-France, donc j'imagine qu'il y avait à ce moment-là des choses qui devaient se jouer et qui serait intéressant que vous nous racontiez. Oui, mais enfin, à ce moment-là, j'étais très heureux de jouer au basket. Et comme paraît-il, j'étais plutôt, je ne vais pas dire doué, mais enfin je jouais convenablement, je jouais même bien. Je me consacrais au sport et je n'avais aucune autre idée d'insertion de quelque nature que ce soit. Voilà. Alors,
il y a une chose que j'ai omis de vous indiquer quand j'étais en Bretagne. J'ai un jour, vous imaginez une ferme, une pièce unique en terre battue, les lits, une grande table, etc. Arrivent deux cultivateurs qui interrogent mon grand-père en disant Jean-Louis, on a un problème parce que les vaches d'un tel sont allées dans mon champ à tel endroit, etc. Et ma grand-mère, qui ne participait jamais aux discussions, était en train de faire de la galette dans la grande cheminée et elle avait son fagot de bois là à portée. Elle se retourne et elle dit est-ce que vous en avez effectivement parlé à monsieur le maire, qui par ailleurs était notaire? Et donc ils répondent non, on a préféré en parler à Jean-Louis. Et ma grand-mère de dire vous avez bien fait, parce que monsieur le maire, il est tellement intelligent qu'il en est bête. C'est un axiome que j'ai retenu et que j'ai resservi dans mon allocution de départ de l'UAP en disant j'affirme que cet axiome s'est appliqué dans notre entreprise. Heureusement, les dirigeants n'étaient pas tous très intelligents. Voilà, dont moi. On ne va pas dire que ça se répète encore aujourd'hui, hein. Mais voilà, c'est ça, hein, c'est ça, c'est pour ça, je laisse le débat ouvert. On a une question en ligne. Alors, est-ce que Roland Legare est l'auteur de Dominion? Est-ce que vous avez entendu parler de... Non, je ne pense pas que Roland... on demande si tu aurais été un auteur d'un Sardel Dominion. Oui, ça te parle pas? Ok, bon. Peu importe. On va revenir sur le débat, puisque l'idée, c'est aussi parler de sport, d'engagement, et encore une fois, de ce que tu as eu par rapport à l'UAP. Je rappelle que l'UAP, c'est quand même une grosse boîte à échelle européenne. Tu en parleras mieux que moi. La deuxième, après Alliance, hein, je crois. Roland, parle... Oui, alors, je reprends le fil de ma vie, à savoir que en Bretagne sont arrivés des Allemands, et ensuite les Allemands sont repartis 4 ans après. Et il se trouve que le jour où les Allemands se repliaient et rentraient chez eux, j'étais avec ma petite cousine allé chercher le pain à bicyclette, le pain qui nous servirait pour la semaine qui venait. Et j'ai entendu à un moment donné, alors là j'avais 9 ans à peu près, et j'ai entendu des bruits tout à fait curieux. C'était donc les Allemands qui se repliaient. J'ai jeté les vélos derrière une haie, nous nous sommes cachés, et les Allemands sont passés, et nous avons appris le lendemain qu'ils avaient en route ramassé tous les civils qu'ils rencontraient, qu'ils voyaient, et ils ont fusillé tout le monde dans une commune, sur la place d'une commune voisine. Ça m'a beaucoup marqué. Je reviens donc maintenant sur le début de mon activité professionnelle. J'ai commencé par faire des petits boulots qui m'ont été permis à partir de 16 ans, qui m'ont été permis par le président de la Saint-Charles d'Alfortville. Et puis, j'ai eu difficile à exprimer. Du coup, Roland, parce que comme je vois qu'on me fait signe que la montre tourne et qu'on a un autre Roland qui va nous suivre derrière,
Est-ce que ça te, est-ce qu'en parlant justement de ce que tu as vécu en fait à l'UAP et cet élan que tu avais en tant que sportif, est-ce que c'est quelque chose que tu as pu conjuguer lorsque tu as, je vais dire vulgairement, gravi les échelons? Est-ce que tu as pu faire part à la fois de ces valeurs que tu avais dans le sport, mais est-ce que tu as pu aussi concilier le sport et le professionnel que tu as vécu lorsque tu as fait carrière? Oui, je crois avoir réalisé, vécu tout cela. Et en particulier, j'ai été chef d'établissement où se trouvait l'informatique de l'UAP, sur laquelle je reviendrai. Et puis j'ai été président du comité central d'entreprise où étaient les délégués syndicaux de toutes les chapelles syndicales. Et donc le problème social a été déterminant pour moi, mais je crois que est-ce que tu parles de social justement, est-ce que tu as pu faire une part entre social et sport dans les questions, les difficultés, les problématiques que tu as pu avoir professionnellement parlant? oui, j'ai fait du social et j'ai fait du sport en étant dans cette entreprise. J'ai notamment créé une équipe de basket qui il y a encore un ex-pratiquant qui est ici. J'ai créé donc cette équipe de basket et puis suite à la souscription assurance et assistance de la Fédération française de basket, nous avons à l'UAP réalisé cette assurance, ces deux assurances-là, dans la quasi-totalité des fédérations. Nous avions de l'ordre de 4 millions de jeunes basketteurs assurés à l'UAP. Et je vous dirai après comment ça s'est terminé. Alors, oui. je me permets, il y a une chose dont tu parlais tout à l'heure, et je sais qu'on en avait déjà parlé il y a quelques jours. Tu as été à l'UAP en charge de l'informatique, de la partie informatique, et je sais que tu m'avais parlé d'une formation. J'aurais bien voulu que tu m'en parles un peu, que tu nous en parles, parce que cette formation a aussi eu un empowerment, comme tu disais, David, sur le pouvoir d'agir, le pouvoir de construire les choses. Et puis aussi, peut-être, quand tu m'en avais parlé, tu le recontextualisais, je vais y arriver, dans une époque où l'informatique émergeait. Oui. Alors, avant de parler de l'informatique à l'UAP, je voudrais vous indiquer comment je suis arrivé à l'informatique de l'UAP et ce que j'ai pu faire ensuite de cette informatique. J'étais au service militaire. Après avoir été sursitaire, j'étais au service militaire et je reçois la visite un jour d'un de mes copains de basket qui me dit « Qu'est-ce que tu vas foutre à la sortie de ton service ?» Et je dis « Je vais devoir retourner à l'UAP, mon contrat de travail n'étant que suspendu et non pas arrêté du fait du service militaire. » Et il me dit « Ne fais pas cette connerie-là, viens avec moi chez IBM. » Il me dit « Mais parce que chez IBM, notre équipe de basket est championne de France corpo, tous les joueurs te connaissent et ils souhaitent que tu viennes dans notre équipe. » Et du coup, à ce moment-là, il y avait un lien avec le sport et ce que vous... Ouais. Tout à fait, tout à fait. Donc, je lui dis, je vais chez IBM, mais je vais pas faire que du basket.
ma carrière va pas se faire au basket, en train de me raconter des blagues. Il m'a dit, non, 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 je veux te dire que tu vas rencontrer le directeur des sports d'IBM, le directeur des sports, il y avait IBM, il va te signer un contrat de travail, et puis tu feras du basket avec moi. Alors je rencontre le directeur des sports qui effectivement me dit, voilà, on aimerait bien que... Bon, tout ceci se termine de la façon suivante. Il m'a inscrit à des cours IBM qui se situaient place Rambouillet. La place Rambouillet est à côté de la gare de Lyon. Et il se trouve que j'étais militaire à cette époque à Rambouillet. Et j'allais aux cours le soir, et les cours c'était de 20h à 22h. Sur l'informatique. Je faisais donc, et j'habitais Montmorency. C'est ça, en fait. Et j'avais l'obligation, naturellement, d'être chaque matin à la levée des couleurs dans la caserne. Donc, encore une fois, tu courais pas mal. Mon programme était un peu fou, mais je l'ai assumé, à savoir que je quittais notre appartement, qui n'en était pas un d'ailleurs. Je quittais mon appartement à 4h30 le matin pour attraper le premier train à la gare d'Enghien, puis le métro jusqu'à la gare Montparnasse, puis le train jusqu'à la gare de Rambouillet, puis la marche à pied pour arriver avant les couleurs. Et ça pendant combien de temps? Et au retour, 7 mois. Parce qu'au bout de 7 mois, je suis allé à l'hôpital. Arrivé un moment, oui, avec la cadence. Au retour, je quittais la caserne vers 18h pour être au cours à 20h et je rentrais à l'appartement entre 23h30 et minuit. Je me nourrissais avec des croissants et je consommais beaucoup de cigarettes, je consommais beaucoup de café, 1,5 litre de café léger par jour en moyenne, et surtout, je consommais une drogue qui était en vente libre à l'époque et qui s'appelait en tout cas le Maxiton, qui empêchait de dormir. Et tout ça a fait que j'ai fini par tomber malade. J'ai été hospitalisé à l'hôpital Dominique Larrey, l'hôpital militaire, et j'en ai eu des séquelles pendant plusieurs mois. Ce qu'on se rend bien compte, c'est que finalement, vous aviez un rythme de travail extrêmement dense, avec beaucoup de responsabilités. Pour refaire le lien un peu avec la thématique qui nous anime aujourd'hui, moi j'aimerais savoir, est-ce que finalement la capacité que vous aviez à travailler, à pouvoir prendre des responsabilités, à gérer le stress, gérer la fatigue, est-ce que finalement, avec un regard un peu réflexif sur votre parcours, le sport a permis, votre expérience dans le sport a permis finalement de pouvoir acquérir des compétences, une capacité tout simplement de travail qui a l'air quand même franchement intense de ce que vous nous racontez. Oui, mais je ne peux pas dire que c'est le sport qui m'a rendu courageux. Non. Je pose la question parce que vous y répondez de manière évidente, mais peut-être que ça a participé oui, en partie. Dans mon cas précis, mais je ne peux pas en faire une bien école. Sûr, bien sûr. Du coup, effectivement, c'est ça aussi qui est intéressant, Roland, c'est de savoir, tu as un cas effectivement qu'on peut dire particulier par rapport à ton parcours, par rapport à ce que tu as fait, tant par rapport au sport où
tu as été sollicité, tu le disais aussi justement par rapport à comment tu as brillé dans le basket et ce qui t'a permis d'être d'une certaine façon profilé, visé, ciblé par IBM, ce qui t'a permis de rentrer un petit peu aussi là-dedans dans cette carrière professionnelle, ce qui t'a permis aussi ensuite de gravir ces échelons IBM, UAP, etc. Qu'est-ce que, en fait, aux personnes qui nous écoutent, que ce soit en ligne ou ici, qu'est-ce que tu aimerais véhiculer en fait, surtout comme leçon en fait, c'est-à-dire par rapport à ces vecteurs-là, qu'est-ce que le sport t'a apporté et pourrait leur apporter aussi dans leur parcours social, mais aussi professionnel, comme tu as pu le vivre? Très, très objectivement, le sport m'a beaucoup apporté. Je dirais même qu'il a conduit ma carrière, ça c'est sûr. Mais il n'y a pas que lui, il y a aussi un facteur chance. Et j'arrive à cela, à savoir que au moment où j'ai cet accord avec IBM, mon salaire est multiplié par 2,5 par rapport à mon salaire d'employé de l'UAP. Et donc, je présente ma démission de l'UAP quand je suis démobilisé. À l'UAP, j'étais au service de l'actuariat. Le service de l'actuariat, c'est le service technique d'assurance sur la vie avec une tendance marquée à l'assurance de risque et la probabilité. Par parenthèse, le recrutement au service de l'actuariat nécessitait que le candidat soit titulaire d'un doctorat en mathématiques. Moi, je n'avais que mon deuxième bac, parce qu'il y a 2 bacs, mathélème, et on m'a fait passer des petits examens, et j'ai été admis donc à l'actuariat. Ceci, je tiens à le souligner, donc je présente ma démission, et le chef de service qui était le mien me dit, alors c'est la première fois qu'on jouait du violon pour moi, qu'il comptait énormément sur moi, qu'il regrettait mon départ. Je lui dis, je ne pars pas à la concurrence auprès d'autres sociétés d'assurance, je vais chez IBM. Et il me rétorque, ah, si vous allez chez IBM, ça veut dire que vous changez de métier complètement? Ben oui, oui. Est-ce que vous pouvez retenir votre démission pendant 3 ou 4 jours, le temps que j'en parle au président de l'UAP, parce qu'il rentre d'un voyage aux États-Unis, il a visité une société d'assurance qui s'appelle Travelers, il en a ramené toute une documentation et il s'interroge, est-ce que l'UAP doit choisir ou pas un ordinateur? Et d'ajouter aussi que ce président avait choisi un centralien pour répondre à la question qu'il a posée, est-ce qu'il faudrait avoir un ordinateur à l'UAP? Et il n'était pas, le président, satisfait de ce centralien. Et donc, mon chef de service en parle au président et je suis reçu au siège social, place Vendôme, premier étage, par un président, moi qui n'avais jamais vu un directeur à l'UAP ou un directeur tout court, quelle que soit l'entreprise. Moi, employé, je suis reçu par le président d'une société qui comportait 30 000 personnes. J'avoue que j'étais anxieux et comme je vous l'ai sous-entendu il y a quelques instants, la conclusion a été que le président me charge de cette étude et que on était en avril 1957 et il me charge de cette étude avec une conclusion, un rapport que je devais fournir
à la fin de l'année devant d'abord lui et ensuite le conseil d'administration, conseil qui était formé des dirigeants des plus grandes entreprises françaises et 2 étrangères. Et à l'époque 1957, parler d'informatique, d'ailleurs le mot n'existait pas, on parlait d'une autre mécanographie. Et donc moi, employé, je suis chargé de ce travail. J'ai travaillé jour et nuit, un peu plus le jour que la nuit quand même. Et le rapport que j'ai présenté a été accepté. On était en avril 1957 et l'informatique de l'UAP est née en avril 1957. Ouais, si je me permets, Roland, parce que j'essaye aussi d'être maître du temps, et c'est ça aussi qui est un peu compliqué. Et le temps, malheureusement, je ne peux pas le mettre sur pause. En fait, c'est un palmarès qui, d'une certaine façon, dans l'anecdote que tu viens de nous citer, nous montre aussi que par cet aspect sportif et la personnalité que tu avais a permis, par facteur chance, mais aussi par cet engagement que tu avais au niveau sportif, il y a aussi cet élan des fédérations qui a fait que tu as pu ensuite gravir ces différents échelons. Je voudrais rajouter, puisqu'il y a un fauteuil de disponible, je voudrais aussi accueillir avec nous un autre Roland, qui est Roland Louvet. Je me suis trompé, excuse-moi, mais je vais t'appeler Roland, sur les révélations sportives. Merci d'être avec nous. Alors, tu as un micro derrière toi, normalement, à l'intérieur, le fil est... Et ouais, ça devra, c'est bon, c'est nickel. 1, 2. Voilà. Et je te laisse te présenter. Bon, si vous voulez, si ça vous fait plaisir. Alors, je suis une erreur 404. Toi aussi? Oui, et je suis un petit Roland par rapport au grand Roland. Voilà. Donc, en réalité, je ne serais rien sans le sport et je n'aurais pas pu avoir la carrière que j'ai eue sans la vie associative. Voilà. En fait, erreur 404 parce que mon parcours est un peu particulier. Je suis tombé dans la marmite aux Jeux Olympiques de 1976. Et depuis, j'ai participé à 16 Jeux Olympiques. Je pense que je suis l'un des Français qui a le plus participé aux Jeux Olympiques. En tant que sportif, en tant que... J'attendais, j'ai fait exprès. Je me suis lancé... oui, tu as bien fait parce que c'était le piège en fait. Oui, j'ai participé à 16 Jeux Olympiques, mais je suis, comme on dit au Canada, je suis shadow, je suis invisible et je suis mal considéré. Je suis une erreur dans le mouvement sportif, dans la mesure où j'ai participé 16 fois en qualité de bénévole. Voilà. Donc j'ai accompagné les athlètes à partir des Jeux de 1976 jusqu'aux Jeux de Paris 2024, où je serai volontaire. Ils appellent ça volontaire, je déteste ce mot d'ailleurs. Je serai volontaire au village paralympique pour accueillir les délégations au village des athlètes. C'est un exemple. Okay, mais j'ai participé à différentes missions. Alors je suis tombé dedans, et là on va faire le lien avec l'informatique si vous voulez bien. Je suis tombé dedans parce que mon père était tout simplement un prof de technologie. Il est devenu directeur du cégep André Laurando à Montréal. Et il avait comme partenaire, et je fais le lien avec le grand Roland, il avait comme partenaire IBM au cégep André Laurando. Et c'est par ce biais-là que je suis tombé dans l'informatique. Parce que mon père était au départ un ingénieur, est devenu directeur de la technologie d'un cégep, qui correspondrait à un collège. Et le maire Jean Drapeau lui a dit « Hé, Chris de tabarnak, t'es français, toi, tu connais comment il s'appelle ce petit Chris là, Pierre de Coubertin ?» Il a répondu « Oui », puisque son arrière-grand-oncle était du même village, du château de Miville. Et donc, du coup, il dit « Oui, il a même créé la première flamme olympique de Pierre de Coubertin. »
Et là, il dit, c'est toi que je veux en technologie, je comprends rien. Il y a les gars d'IBM qui n'arrêtent pas de me tanner là-dessus. Et c'est toi qui vas être leur interlocuteur. Et donc, c'est comme ça qu'il est devenu ingénieur, puis directeur de la technologie des Jeux Olympiques de Montréal, puis directeur général de la technologie des Jeux Olympiques de Montréal, avec les premiers panneaux couleurs, hein, où on a vu Guy Drut gagner sa médaille d'argent, ou d'or, je ne sais plus. Et à ce moment-là, vous aviez déjà un rapport. C'est d'or, hein, je crois. Hein, oui, Guy Drut, c'était d'or. Champion olympique. Hein. Et moi, je m'interrogeais. À ce moment-là, vous aviez déjà un rapport avec le sport et un sport en particulier, une pratique sportive? Oui, parce que je viens d'une famille de sportifs, alors normande, évidemment, je vous ai parlé de Pierre de Coubertin, et on était pauvres, en fait. On vient d'une ferme, et comme beaucoup de Normands, on a été obligé d'émigrer, parce que, comme vous l'avez très bien expliqué, on n'était pas, Maligné n'était pas l'aîné d'une ferme. D'accord. Donc, du coup, on était pauvres, et mon grand-père a migré dans une petite ville que vous connaissez peut-être, Saint-Noix, ça vous dit quelque chose? Voilà, donc ici en fait, juste à côté, à 300 mètres, il était à Saint-Noix dans une usine. Et mon père, lui, comme ils étaient pauvres également, il a décidé d'émigrer au Canada. Et c'est comme ça qu'il s'est retrouvé donc, dans la technologie. Il était ingénieur et il s'est retrouvé en technologie. Et moi à l'époque, j'avais 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans. J'évoluais dans mon petit quartier comme joueur de hockey sur glace. Ok. J'ai eu la chance, puisque je suis au Canada, de travailler mes entraînements avec Tretiak, avec Ken Dryden, etc. Bon, qui veut dire absolument rien à personne, mais ça m'a permis d'être un très bon gardien et j'ai eu droit à un passe-droit. On parlait de 11 ans. J'ai eu un passe-droit. À 11 ans, j'ai porté la flamme olympique de Montréal. Ah oui. Et ça, en termes de... vous avez quel souvenir de... Je suis passé d'un petit sportif à... Dans ma tête, j'étais un grand sportif. Voilà, et dans ma tête, je suis devenu un grand sportif. Juste dans ma tête, j'avais 11 ans. Est-ce que c'est ça, du coup, que tu as perçu comme une forme d'engagement sportif? Est-ce que tu l'as ressenti comme ça, même si c'était symbolique? Ah, mais c'était complètement symbolique. Là, je suis passé sur un plan dévouement pour le sport. C'est-à-dire que le sport m'avait fait l'honneur, même si c'était un peu triché, hein, soyons clairs. Hein, c'est le hasard de la vie. Hein, je le dis à tout le monde, hein, profitez de le hasard de la vie. C'est pas de ma faute si j'ai porté la flamme olympique parce que mon père était directeur général. Donc je me sens absolument pas coupable. Faut accepter le facteur chance dont on parlait tout à l'heure. C'est le fameux facteur chance. Et je vous le recommande vraiment, ce facteur chance. et je me suis pas du tout senti coupable, puisque une fois que j'ai eu cette flamme dans la main, j'ai senti que j'avais une responsabilité. Oui. Ok. Est-ce que je suis pas certain que Jules ait compris aujourd'hui? Ah. Vous voyez ce que je veux dire, hein? C'est un autre débat, oui. Oui, parce que je pense pas que Jules va continuer dans le milieu du sport. Mais par contre, il va continuer à développer son réseau social. Voilà. Moi, je n'ai pas de réseaux sociaux. J'ai aujourd'hui la chance, grâce au sport, d'être le secrétaire général d'une fédération française des bénévoles. Nous avons 1 million de bénévoles dans notre fédération, 80 000 clubs, alors qu'avant d'arriver au côté numérique, nous n'avions que 15 000 membres. D'accord. Donc nous sommes passés de 15 000 clubs à 80 000 clubs, en ajoutant une expertise de numérique, si vous voulez, hein, de jeux vidéo, etc., qu'on a inclus dans la fédération. Donc ça, c'était le sport, c'était la fibre sport. Et je suis tombé chez IBM dès l'âge de 11 ans et j'ai développé mes premiers clones de logiciels à l'âge de 14 ans sur Atari. D'accord. C'était quelle période, ça, vous avez dit Là, c'est la période donc à 11 ans, j'ai porté la flamme olympique. Ouais. Mon père a fait à peu près la même chose que Estanguet, parce que je vous annonce que ça va être la même chose. Hein. Mon père avait beaucoup d'amis avant les Jeux olympiques et il s'est retrouvé tout seul au moment des Jeux olympiques. Je ne l'appelais plus mon père papa, je l'appelais monsieur. Et sa femme, pour nous protéger, a décidé de revenir en France. Et je me suis retrouvé dans un HLM au Val-Fouré. Et du coup, j'ai eu la rage. Parce que j'étais un émigrant de France par mon père et je suis redevenu un émigrant étranger en France au Val-Fouré. Oui. Oui, j'étais un émigrant blanc, si vous préférez, entre guillemets, dans un milieu qui n'était pas forcément celui où je m'attendais à tomber en tant que joueur de hockey sur glace. Heureusement, la vie étant ce qu'elle est, deuxième coup de chance,
le président d'Adidas m'a repéré, D'accord. Parce que qui vous s'appelait faisiez Horst Dassler. D'accord, vous faisiez du hockey Je sur faisais glace. du hockey à ce sur glace moment-là, à Mantes-la-Jolie parce qu'au Ok. pied des tours, il y avait une patinoire, l'ASM. Et au pied des tours, j'ai pu reprendre confiance en moi alors que j'étais très mauvais à l'école. À 11 ans, je n'écrivais qu'au crayon à papier. D'accord. À 11 ans, je ne savais pas écrire en lettres attachées. Et à 11 ans, j'avais des profs qui me mettaient à genoux sur une règle pour m'obliger à écrire de la main droite, alors que j'étais gaucher. Pas beaucoup d'inclusion. Et du coup, c'est devenu pour moi très important l'inclusion sociale. J'ai compris tout de suite que c'était très très dur d'être un étranger en France. Et là, pour le coup, le sport a joué ce rôle de... Absolument. Je rencontre des gens aussi, d'autres univers. Des je gens crée du très lien. positifs et des gens... Il faut avoir un esprit d'ouverture, hein, les jeunes. Hein, parce que là, du coup, là, j'étais rageux parce que j'avais quand même un prof qui me mettait à genoux sur une règle et qui me tapait avec la règle, hein, parce qu'il voulait absolument que j'écrive de la main droite. Vous imaginez, c'est pas vieux, on parle des années 80. Hein. Il voulait impérativement, parce que la main gauche, c'était la main du diable. Ouais. Là, je suis devenu ambidextre pour lui faire plaisir. C'est ce qui peut être utile pour le hockey. Non, c'était surtout utile pour conserver mes doigts pour le hockey. Oui. Oui. Voilà, donc je me suis adapté. Donc n'hésitez pas à vous adapter. Okay. De force, de gré, par plaisir. Je pense qu'il est important de s'adapter. Okay. Et de ce que je comprends, en fait, le sport a été vraiment la sphère qui permettait de vous développer, d'acquérir de la confiance en soi, de pouvoir se dire, à un moment donné, je peux développer de l'estime personnelle parce que là, j'ai un espace où je suis bon, où je peux m'épanouir. Et c'était exact. En fait, c'était ma jambe gauche, si vous préférez. La jambe gauche. C'était ma jambe gauche. Alors, le problème d'avoir qu'une seule jambe, c'est qu'on court pas vite. Ah oui. Voilà. Donc il fallait que je développe également une jambe droite. J'étais mauvais à l'école. C'est un peu comme le grand Roland. Vous savez, vous n'êtes pas obligé d'être ingénieur pour développer des logiciels. Vous savez que vous n'avez pas besoin d'être ingénieur pour être un champion du monde de e-sport. Et ça, je l'ai découvert à 14 ans, en développant le clone de Pac-Man. J'avais lu des magazines parce que j'étais abonné à des revues d'IBM, etc. Et avec Horst Dassler, qui était le président d'Adidas, il était en contact avec Philips, qui venait de sortir également son Philips 2000. D'accord. Et j'avais craqué le Philips 2000. J'avais réussi à le craquer. Et donc, du coup, j'avais repris les lignes de code et j'ai redéveloppé des clones. J'ai donc développé mon premier logiciel dans les tours de Mantes-la-Jolie avec simplement une bande. À l'époque, c'était aussi les Walkman. Et donc j'avais craqué le Walkman pour en faire un système d'encodage. Ouais, je te regarde forcément parce que en fait j'écoute Roland et je sais que dans l'assistance on a un cracker aussi. Je sais pas s'il y a un micro disponible parce qu'il y a un témoignage. Si tu veux poser une question, tu peux. Hein, je te prends en otage, Abdel. Mais effectivement, soyons dynamiques parce qu'on n'en a rien à faire de petits Roland là. Ce qui est important, c'est les jeunes, c'est l'inclusion. C'est pour faire tourner aussi le micro. N'hésitez pas à aussi parler de vos expériences. Abdel, je suis désolé, je te prends en otage. Okay. Alors Abdel, t'as craqué quoi, toi? Alors, là, je sais pas si il y a... Tournez la caméra, moi je suis pas important. Non, mais je sais pas s'il y a des policiers parce que j'ai pas envie, voilà. Si mais moi j'ose me dire, ils attendent dehors, t'inquiète pas, on a prévu le comité d'accueil, t'inquiète pas. Non, en fait, déjà, je vais te poser une question par rapport à quand tu parlais d'Atari ST, c'est ça? Oui, exactement. On est en dans les années 80. Hein, ouais, bah oui, d'accord, ok. Vieille marque a été rachetée par Infogrames de mémoire. Ouais, alors là, j'ai plus suivi l'actualité parce que... Si, j'ai suivi. Je sais plus si c'est les frères Guillemot, il y a encore des Bretons, c'est pas possible ça. Je voulais te poser une question parce que ça m'intéresse. Quand tu as dit que tu es revenu en France et que tu t'es senti un étranger, c'est par rapport à la population locale ou par rapport à tes profs, par rapport à qui? C'est par rapport à mes profs. Pas par rapport à la population locale dans la cité? Non, c'est une question. Hein. Non, dans la cité, j'étais en fait, déjà, j'ai appris l'intermédiation tout de suite, à 11 ans. D'accord. Okay, parce qu'entre 11 ans et 14 ans, j'étais au Val-Fouré et j'ai découvert le racisme. Mais alors, parce que tu avais un accent? Tabarnak, bastique, bah oui. Et puis j'écrivais mal, j'écrivais le joual. D'accord. Et le joual, c'est pas vraiment du français, c'est presque du français, mais c'est le cousin. C'est comme un Belge qui arriverait à Paris et il serait obligé. Imagine, c'est très cruel ce que je vais dire. Ouais.
J'ai dû aller vers ma deuxième jambe, qui est la culture, pour éviter le racisme. D'accord. Tu vois? J'ai fait du théâtre. D'accord. J'ai fait du théâtre. Tu as joué un rôle. Et ça a joué un rôle très important dans ma vie parce que j'étais pas crédible tant que je parlais québécois. Je faisais rire. Sérieux? C'est du racisme, ça, non? Je sais pas. Quand tu as des élus devant toi et que tu demandes des budgets, parce que j'étais à l'ASM, j'étais le trésorier de l'ASM, et qu'on te dit ouais, non, mais là, tu as 18 ans, tu vas pas me demander un petit billet de 100 000 francs pour aider les jeunes à acheter des paires de patins, et ils me disent non, et ben, ça m'a donné le courage en tant que trésorier de donner mon 200% pour aller en équipe de France. C'était ma motivation, c'est la culture, c'est l'inclusion sociale qui m'a poussé à rentrer en équipe de France de hockey sur glace. Et le coach, coup de bol, le coach s'appelait Lang, il n'était pas français. Il était des pays du Nord, il était suédois ou norvégien, et c'est lui qui a compris, il est devenu notre entraîneur à Mantes-la-Jolie. Et en prenant ces cours de théâtre, j'ai commencé à être crédible, j'ai pu rentrer à la Fédération française de hockey, et là j'étais crédible. Tu vois le truc? Bah, j'essaie de voir en tout cas. Ça me fait bizarre, tu me racontes l'histoire d'un pied noir en fait, quelque part. Et pourtant, je suis dans les années 80, c'est 20 ans après. Bah ouais, ça me fait vraiment bizarre. Bah, je suis sûr que tu parles... Enfin, moi, j'ai été prof et d'un autre projet récemment qui s'appelle Campus 2023. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Hein, je ne sais pas si vous connaissez le rugby. Il y a eu France 2023. Et bien, le rugby voulait avoir 2000 bénévoles volontaires. Et dans le cadre de l'inclusion sociale, j'ai beaucoup travaillé à l'occasion des dossiers de candidature de Paris. J'ai participé à 6 dossiers perdants. Oui, en fait, je suis un loser. C'est comme ça qu'on m'a décrit pour la candidature de Paris 2024. On m'a rejeté de Paris 2024 parce que j'étais un loser. Ils n'ont pas compris que j'étais un winner. Parce que, en fait, eux, ils partent du principe, un peu comme l'éducation nationale, que c'est la note qui fait l'homme. Moi, je dis que c'est l'échec, l'expérience, ce que tu retiens de tes échecs, qui font de toi un homme. Et ce qui est hyper important dans vos parcours, et c'est vrai que là, on peut faire le lien avec le numérique, j'ai l'impression que... C'est le numérique qui m'a sauvé. Et en même temps aussi le sport, en partie, ou l'engagement... C'est pour ça que je te dis que je suis une erreur 404. Ouais. Je suis ni sport, ni culture, ni numérique, ni inclusion sociale. Je suis tout cela. Et c'est pour ça que j'ai décidé que mon engagement serait au niveau des associations transversales. Oui. J'ai encore un élu récemment dans le 41 qui m'a dit « Mais t'es qui, toi ?» Parce qu'il ne savait pas me mettre. Un peu comme ce que tu disais. Il ne savait pas me mettre dans une case. En France, on est obligé d'être dans une case. C'est-à-dire, ouais, non, mais tu me dis que tu as été en équipe de France de hockey sur glace, donc tu es un sportif. Je dis, oui, mais non. Oui. Tu me dis que tu as développé un logiciel. Tu es un mytho. Je ne connais pas de sportif qui développe des logiciels. Tu es un mytho. On m'a carrément dit que j'étais un mythomane. Et c'est en 2023 qu'on m'a dit ça. Okay. Et j'ai dit oui, mais non. Et après, j'ai créé Amos. Je ne sais pas si vous connaissez Amos. Oui. L'Académie du management des organisations sportives. Je l'ai créé après l'échec de Paris 2008. Parce que j'étais conseiller technique, je venais du Canada. J'avais développé le logiciel d'évaluation des villes candidates pour le CIO, qui s'appelle Olympe Logique. Je l'avais développé au Canada par une société qui s'appelle DM. Et j'étais revenu en France pour les aider. Eux, ils étaient persuadés qu'avec mon logiciel, ils allaient gagner. Et là, c'est un autre assureur, Claude Bébéard, qui m'a payé dans le cadre du Club Sport Entreprise. Oui. Okay. Pensant que les critères techniques étaient suffisants. Mais ils avaient simplement oublié la culture. On ne peut pas gagner avec des critères techniques. Comme on ne peut pas gagner en e-sport, sans une culture, il n'y a pas que la technique, il y a aussi la culture, l'émotion, l'engagement, qui est extrêmement important. Et donc, c'est ça que j'avais repéré dans l'échec de Paris 2008. Et plutôt que de me sauver, j'ai dit je reste en France, parce que c'est mon pays, parce que j'avais passé 10 ans dans la Silicon Valley, c'est vrai, j'ai oublié de le dire.
c'est vrai qu'après avoir développé et cloné mes logiciels, eh ben, j'ai d'abord une société luxembourgeoise qui s'appelle RTL, qui m'a demandé de développer des applications logicielles avec les sous-porteuses de la bande FM qui étaient libérées, puisqu'il n'y avait plus de guerre froide. Et donc j'ai travaillé avec la société RTL pour développer les sous-porteuses. J'ai mis en place des algorithmes et j'ai développé les premiers sites de rencontres. J'en ai créé 3. Un pour les femmes, un pour les hommes. Puis en termes d'inclusion sociale, j'ai tout de suite pensé aux homosexuels, comme ma fille. Et dès 1984 à 87, j'ai développé des sites de rencontres hétéros. Alors je vous dis tout de suite, c'était des algorithmes. Oui, c'était pas bien vu à l'époque. Donc je prenais du masculin et du masculin pour faire du site homosexuel masculin, et je prenais des terminaisons féminines pour faire des sites féminines homosexuels. Et j'avais donc 2 sites hétérosexuels. C'est ça les algorithmes. Hein. On fait ce qu'on veut. C'est ça l'intelligence artificielle. Et ça, je vous parle de 1984 avec une société qui était en France. Et je me permets de revenir sur votre parcours parce que moi, il y a quelque chose qui m'a vachement parlé et j'imagine que s'il y a des travailleurs au contact de la jeunesse à qui ça peut aussi résonner, c'est que finalement, le sport, le numérique, la culture, vous parliez du théâtre, en fait, c'est des espaces de développement qui permet ensuite, et surtout quand on est jeune, qu'on rencontre des difficultés scolaires, qu'on a peut-être J'étais en échec, j'avais redoublé. Hein. Exactement. Et vous racontiez aussi votre difficulté d'intégration. Et je me posais une question en vous écoutant, c'est que finalement, le sport, le numérique, le jeu vidéo, ça peut être le théâtre, est-ce qu'il y a pour recentrer sur la question du sport, est-ce qu'il y a une spécificité du sport sur ces aspects de revalorisation, de création de liens sociaux, propre au sport, ou finalement, effectivement, c'est un objet de médiation qui permet de travailler le développement de l'individu, mais au même titre, effectivement, de ce dont on va parler cet après-midi, le jeu vidéo, où il y a une spécificité propre au sport sur ces questions-là. Alors, le sport est un média. Parce que quand on est en intermédiation, parce que je suis un peu lobbyiste du coup, puisque je travaille pour une fédération, c'est le plus petit des communs multiples. C'est-à-dire que quand tu parles d'un sujet, il y a un sujet qui est universel, c'est le sport. Et Pierre de Coubertin l'avait bien compris. Je vous rappelle les vraies valeurs du CIO. C'est pas sport, culture, environnement. Ça, c'est le nouveau, ça. C'est celui pour le marketing, le RSE. La responsabilité sociétale des entreprises. C'est très business. Moi, je suis sur le RSI. Ça vous dit peut-être rien. C'est la responsabilité sociétale des industries. Et le sport, c'est un point commun de toutes les industries. C'est-à-dire que si, jeunes, vous vous engagez dans le milieu du sport, et j'inclus le numérique dans le sport, eh bien, vous pouvez rebondir comme vous avez fait chez IBM, comme j'ai fait chez Mattel. Moi, vous savez, c'est des petits jouets en plastique, là, Keten, comme on dit au Québec, c'est-à-dire des poupées Barbie, des trucs Hot Wheels. Eh bien, après mon expérience sur RTL avec les sous-porteuses de l'AFM, j'avais créé une association, j'étais le conseiller technique du président de la fédération des radios indépendantes. Eh bien, j'ai un chercheur de tête qui est venu me voir et j'ai mon salaire qui a été multiplié par 3 tout de suite en allant dans la Silicon Valley. Je devais rester 1 an parce que j'avais créé une société en France dans le domaine du sport. Je faisais de la programmation technique et fonctionnelle pour le fameux Stade de France. Vous le savez peut-être pas, mais un petit jeune de 24 ans à l'époque, qui s'appelait Roland, a réussi à convaincre 2 maires en opposition totale, un communiste à Saint-Denis et un libéral. Je me pose quel parti il était, Jacques Chirac, en fait, parce que ça ne m'intéressait pas et ça ne m'intéresse toujours pas, la politique. Ils se sont entendus sur l'idée que j'avais, qui était de dire le Stade de France, il doit être connecté, connectable, mais je ne sais pas quelle technologie sera au bout de la ligne, mais il faut qu'il soit en fibre optique. Donc il y a 40 000 km de fibre optique dans ce stade, parce qu'un petit jeune de 24 ans a dit ce serait peut-être bien de ne pas penser à la technologie, mais de penser au canal de communication de la technologie. Et c'est ça qui m'a amené ensuite à aller dans la Silicon Valley, parce que chez Mattel, ils m'ont dit nous, on est en situation de faillite. Je vous assure que c'est vrai. Hein.
On est en 91, ils étaient en situation de faillite. Les ventes de la petite poupée en plastique et des véhicules étaient en déclin. Et ils ont dit, est-ce qu'on peut créer des nouvelles communautés avec l'Internet qui venait d'être libéralisé par Bill Clinton en 91? Ben, j'ai dit peut-être, mais c'est une page blanche. Et donc j'ai commencé à utiliser mes petites expériences d'encodage pour créer les premiers sites d'un vocabulaire qu'on ne connaissait pas. Non, on ne connaissait pas le mot numérique. On ne connaissait pas ICRM. On ne connaissait pas la segmentation d'usagers directs, indirects et ce qu'on appelle aujourd'hui nano-influenceurs, c'est-à-dire la famille autour. Et ben, on a développé ça dès 91 et je suis resté finalement 10 ans. Et j'ai ensuite travaillé à des jeux concours. Et c'est ça qui est drôle. Parce qu'on parle de sport, de numérique. Mais savez-vous qu'il y avait une discipline qui était très très drôle en 1924 ? En 1924, il y avait les jeux d'échecs, ça vous dit quelque chose ? C'est quoi un jeu d'échecs ? C'est du sport ? Ben, bien sûr que c'est du sport. Vous avez pas un muscle qui s'appelle la matière grise ici ? Donc, chers joueurs de e-sport, n'hésitez pas à rappeler à tous ceux qui pensent que le e-sport, c'est pas du sport, qu'en 1924, il y a une discipline, il y en a même 3 parce que les Japonais voulaient le Go. Vous savez, c'est le jeu d'échecs à la japonaise pour les samouraïs. Les samouraïs, pour ceux qui aiment Sangoku. C'était au jeu de 1924. C'est quoi le e-sport? Et les premiers jeux de e-sport qu'on a développés, ça va vous paraître idiot, hein, c'était les jeux de table. C'était un jeu de table. On a fait des jeux d'échecs. En fait. C'est le mind game, exactement. On a commencé par du mind game. C'est facile à programmer et je vous assure que ça fidélise vraiment les jeunes. Et on perd et on gagne une fois sur 2. On apprend la lose. Oui. Et on apprend la win. On apprend les 2. Et l'insertion professionnelle, c'est ça. Ouais. C'est, tu dois d'abord accepter que tu n'es pas bon pour devenir excellent. Ouais, tout à fait. Et c'est d'ailleurs ça qui a permis le côté perméable entre le sport et puis ce qu'on va construire avec le mind game qui va devenir l'e-sport. C'est cette construction d'échecs, de compétences et puis de réussite qui va commencer à créer tout ça. Je sais que j'ai Olivier qui me faisait des grands signes tout à l'heure parce qu'il y avait des questions en ligne. Oui. Pas de questions en ligne, c'était peut-être pour faire tourner le micro. Ah, d'accord. Une question à un loser? C'est interactif. Hein. Si vous voulez parler, il n'y a aucun problème. De toute façon, cet après-midi, je vais vous le prendre en otage. Vous allez... Oui. Si vous avez aussi des témoignages, effectivement. Ah, il y a Abdel. Ouais, je suis complètement d'accord en fait avec Roland là. Tu peux m'appeler le petit Roland parce que le petit Roland. Parce qu'en fait, moi j'ai passé 5 fois mon bac. Je l'ai passé 2 fois. Voilà. Donc la première fois que je l'ai passé, j'avais perdu mon père. Et en fait, je m'en suis pas vraiment remis. Voilà. Mais j'ai pas lâché. Et je l'ai jamais eu en fait. Donc ça, c'est la big lose. Hein. Ouais. Mais c'est la big lose qui m'a ouvert ma vocation. Ouais. En fait, à vouloir aider justement les jeunes qui sont complètement dans la big lose, à vouloir sortir de la tête de l'eau. Bravo. Et donc, en 8 ans, on a accueilli 80 stagiaires, on a vraiment mis le pied à l'étrier à plein de jeunes. Dans quel cadre? Dans le cadre de mon ancien travail. Je travaille dans un Fab Lab en fait à Irani. Et vraiment, je suis complètement d'accord en fait. Il faut vraiment goûter à l'échec. Et comme on dit en France, parce qu'aux États-Unis on parle d'expérience, et c'est vrai qu'au niveau de l'éducation nationale, je ne vais pas leur tirer la pierre dessus, mais ce mot-là, ça met la pression. Il faut pas perdre, il faut pas. Et puis dès qu'on a perdu, on a l'étiquette. Voilà, on a une étiquette et on peut plus rebondir. Alors que c'est pas vrai. À l'anglo-saxonne, ça se passe pas comme ça. Okay. J'ai jamais eu de note au Canada. Comment? Je n'ai jamais eu de note au Canada. Et quand on a créé Amos et Campus au départ, Campus 2023 pour le rugby, mon idée c'était de dire on met pas de notes, on met juste acquis, en cours d'acquisition ou non acquis. C'est largement suffisant. Bon, à partir d'un moment où un gamin est en cours d'acquisition, je l'embauche, non? Parce que c'est moi le senior. Donc c'est moi le mentor. Donc c'est ma responsabilité de prendre quelqu'un qui a
un niveau en cours d'acquisition en tant que gestionnaire, président d'association, pour l'accompagner, comme vous avez très très bien fait, accompagner les jeunes, peu importe le système, service civique, armée ou SNU ou stage, on s'en fout, comme de l'an 40, de la structure, ça c'est l'administration. En fait, c'est la personne qui est importante. Ce qui est important, c'est d'accompagner le gamin pour lui donner du courage. Tiens, je vais te donner un secret. J'ai un Maxime dans mon équipe. Big loser. Ah oui, il devait aller au championnat de France de natation et il a raté le coche de 0,1 seconde. Je ne sais plus, un centième de seconde. Il a raté la qualification. Il a passé 7 ans de sa vie à faire ça. Ben, heureusement, j'avais créé Amos pour les Indiens. Vous savez, ceux qui ont perdu leur chef. Et Amos, au départ, l'Académie de management des organisations sportives, c'était parce que j'avais réalisé qu'à Paris 2024, il y avait que des boss. Ils sortaient tous de l'ESSEC. Ah, parce que je ne te l'ai pas dit, je me suis payé l'ESSEC. Eh oui, j'ai raté le bac et je me suis payé l'ESSEC, mais à 40 ans. Et je me suis dit, si je suis capable de le faire en venant des cités, mais tous les autres peuvent le faire. Et donc, du coup, j'ai accompagné ce loser, qui s'appelle Maxime Collat, qui est aujourd'hui mon boss. Alors, comment j'ai fait? C'est simple. Je l'ai coaché, je l'ai identifié, je l'ai coaché, je l'ai amené chez Amos. Il a fait son B1, B2, B3, B4. J'ai senti le gamin se développer. Je l'ai pris en service civique. Putain, il s'est éclaté comme une bête. Il est venu avec une idée extraordinaire, c'est dire, tu vois tes cochonneries là qui traînent dans ton grenier, et si on les exposait? Il a créé Musée au bus, en se disant un truc nouveau, c'est nous qui allons nous déplacer dans les écoles. Ben, je dis, mais c'est pas con ton idée. Donc on l'a fait. Donc il a pris mes simples diplômes. Alors, c'est vrai, j'ai une petite collection de flammes olympiques qui m'ont été données parce que j'étais un bénévole. J'ai reçu 6 flammes olympiques parce que les gens étaient satisfaits de mon bénévolat. Parce que quand tu vas aux États-Unis, t'as combien de chances de trouver un francophone? C'est compliqué. Ben, c'est comme ça que je me suis vendu. Hey les gars, vendez ce que vous êtes. Ne vous vendez pas sur ce que vous n'êtes pas. J'étais moyen en anglais. J'ai trouvé un boulot dans la Silicon Valley pour m'occuper de la localisation, du développement des réseaux francophones. Je me suis occupé de 80 pays à San Francisco. Avec ma seule compétence de trou du cul, je parle français, tabarnak. Avec un crise d'accent, mais je parle français. Donc du coup, j'ai fait de la localisation qui m'a permis de passer du sport à l'informatique. J'ai eu pas mal de prix, hein, l'équivalent des Oscars pour le développement informatique, les mimes d'or. Je ne sais pas si ça te dit quelque chose à Montréal. Donc j'ai gagné des mimes. Je suis même devenu jury pour aider d'autres jeunes à développer d'autres applications logicielles. Et Montréal, c'est la mecque du e-sport. Sachez que Mattel, Infogrames, Ubisoft, tous les jeux de gaming que vous avez passent par Montréal pour la post-production. Tout ça, c'est né des Jeux Olympiques de 1976. On a commencé par ça, un tout petit truc de rien du tout. Avec IBM, c'était même pas un 286 qu'ils avaient comme chips. Hein. C'était même pas un 286. Votre calculatrice Casio, elle a plus de puissance que ce qu'avait mon père pour les Jeux Olympiques de Montréal. Donc voilà, on peut très bien passer donc du sport. J'ai même des trophées de manager de sport, puisque j'ai même 2 athlètes de mon club de boxe, le Vastin Club à Pont-de-Mer, qui vont aller aux Jeux Olympiques. J'ai que 40 licenciés. On parlait de clubs avec 1500 licenciés. Moi, j'en ai 40. J'en ai 2 qui sont partis. Avec 0 de subvention. Ça fait 40 ans que je suis dans le monde associatif. Ça fait 40 ans que je ne demande pas 1 centime. Ouais, c'est mon côté anglo-saxon. Parce que quand je me suis fait rejeter des élus, j'ai dit plus jamais je me ferai rejeter. C'est moi qui ai acheté des paires de patins pour les gamins de Mantes-la-Jolie. J'ai pris tout mon bonus de la fédération, parce que tu sais, quand tu transfères, hein, c'est ça la France, hein, quand tu es transféré, on t'achète un peu. Eh ben, j'ai pris tout mon bonus et je l'ai donné à mon club. J'étais trésorier du club. Ben, on a acheté une 40aine de paires de patins. Pas grand-chose, hein. C'était suffisant. Une question, Roland, là, qui traîne depuis tout à l'heure. Je passe le micro. Merci. Sans subvention, hein, c'était mon pognon. Hein. J'ai déjà commencé comme ça. J'avais 18 ans. Bonjour. Vous avez déjà pas mal entamé ce sur quoi j'allais intervenir, mais
je crois que quand on a la chance d'encadrer comme ça des jeunes, que ça soit, moi j'ai la chance de travailler à la Cité des Sciences, c'est de créer des scénarios de la réussite. Ça marque les gens vraiment. Et puis c'est un point qu'on utilise aussi dans le développement personnel. Et d'avoir aussi, d'être confronté à des gens qui font un peu partie de l'institution, et puis d'avoir cette chance de venir justement d'un peu en dehors de l'institution. Et pour rapporter un témoignage que j'ai eu, je donne donc un cours de programmation. On faisait tout pour que les gamins puissent mettre les mains dans le cambouis pour faire des jeux vidéo. Et c'est pas si dur que ça. Non, grâce à Pico 8, c'était du Lua, enfin bref. Et je vous assure, moi je piquais les programmes carrément. Ça va encore plus vite. Je prenais les lignes complètes, moi. Et du coup, il y a un gamin qui arrive pas trop, et j'entends sa prof qui dit « Non, mais c'est comme toute la famille, ils sont demeurés. » Et j'entends ça, moi. Et je suis en train d'animer l'atelier, donc forcément, je vais pas mettre en avant cette institutrice. Mais je prends du temps avec le gamin. Je dis, bon, ceux qui savent faire, vous pouvez montrer à ceux qui ont un peu plus de mal. Et je prends vraiment du temps avec ce gamin. Bon, je n'explique pas la démarche de ce qui s'est passé et comment on a résolu le problème dans son petit programme. Et j'ai vraiment rien dit à l'institutrice, mais à la fin, j'ai été la voir. Le problème, c'est que si vous continuez à faire ça, en traitant l'enfant et toute la famille de demeurer, ça ne va jamais fonctionner, parce que lui, l'image qu'il va avoir, c'est l'image qu'il va jamais réussir dans la vie. Ouais. Et vous voyez, là, les 5 minutes que j'ai pris avec lui, on a réussi à faire quelque chose. Vous lui avez donné une deuxième jambe. Ouais, mais c'est cette chance-là qu'on a en tant qu'encadrant, un peu en dehors du système, justement, et d'apporter plus de l'expérience de vie. À dire, je comprends pas pourquoi il échoue. Il faut pas qu'il continue d'échouer, quoi. Voilà. Dans une vie, on peut très bien échouer. C'est une petite parenthèse, mais il faut croiser les bonnes personnes. C'est le facteur chance, vous savez. Mais ce facteur chance, on peut le créer. Moi, je vous dis, j'ai rencontré des hommes qui étaient des hommes d'affaires finalement. Mais je réalise en vous parlant que c'était plutôt des hommes d'affaires et qui m'ont inculqué des valeurs où il ne faut pas que j'attende du service public qu'il me donne quelque chose, mais plutôt de dire, est-ce que vu mon parcours, et si j'ai un petit peu d'argent de côté, est-ce que je ne peux pas être un mécène pour un petit jeune, ce que j'ai fait avec Maxime Collat, j'étais finalement un peu son mécène. C'est pas de l'argent, mais c'est un peu comme vous. Vous l'écoutez, vous voyez sa faiblesse, vous voyez la faiblesse de son environnement, parce que souvent c'est l'environnement. Et je vous assure que des fois, le pire du pire, c'est les parents. Je vous assure. Et en même temps, et ce qui était vraiment très intéressant dans ce témoignage, c'est que vous avez dit à quel point c'était important l'échec. Mais effectivement, pour certains jeunes, c'est déjà d'être mis, et que le sport le permet, le jeu vidéo le permet, absolument, en situation de réussite. Et ça, c'est vrai que, ayant travaillé aussi pas mal avec des jeunes, j'ai vu à quel point pour certains, en fait, ça manque ces conditions de réussite et à quel point ça peut créer des déclics vraiment très forts et se permettre, un peu comme vous l'avez illustré, moi j'ai trouvé ça très intéressant, la création d'une seconde jambe. Et oui, finalement, je me trompe peut-être, mais dans votre parcours, on entend, moi j'ai aussi entendu ça, c'est que du sport et puis finalement de ce que vous avez été capable de développer, vous en venez à être capable de pouvoir reprendre un jeu vidéo, le craquer et puis le reproduire. Ah, c'est pas très gentil, mais c'est vrai. Non, et puis de fil en aiguille, on se retrouve à la Silicon Valley, etc. Ouais. Et il y a des marches, il y a des étapes, mais c'est vrai que on se rend bien compte que ça peut partir effectivement d'une activité physique et sportive pour ensuite aller beaucoup plus loin. Et dans votre parcours, on voit bien jeux vidéo, numérique, sport, etc. Il n'y a plus de frontières, quoi. Mais il n'y en a jamais eu. Alors moi, ma grande tristesse, c'est que moi, je sors de l'ESSEC et à 2 promotions d'écart d'Estanguet. J'ai proposé d'intégrer dans Académie Paris 2024 du numérique. Okay, mais pas en formation. Du numérique en pédagogie. Eh ben, j'ai essuyé un échec. Il dit de toute façon, c'est carrément lui, on est dans le sport. Il dit carrément, et il l'a dit dans le CIO, c'était il y a 7 ans. Il disait non, le e-sport, c'est pas du sport. Donc il n'y en aura pas aux Jeux Olympiques de Paris. J'ai aidé Los Angeles. J'avoue, parce que je suis anglo-saxon, j'ai passé 10 ans en Californie. Vous pensez bien que je n'ai pas coupé les ponts, notamment avec le basket. C'est parce que j'ai une flamme olympique qui m'a été remis par le président du basket américain. Il s'appelait Peter Uberroth. Et en union, je sortais avec sa fille Heidi Uberroth, tout bien tout honneur, mais sur Paris.
pour lui montrer la beauté de Paris. Et ça c'est quelque chose d'impérissable. Et là, vous avez la délégation américaine qui est là. Mais si Heidi Huberot, qui est maintenant vice-présidente de la FIBA, vient, rappelez-moi. Ouais, on va essayer. C'est ça l'union. On va essayer de s'en charger. Voyez, on va créer le date. T'inquiète pas, Roland. Une date 50 ans avec des enfants entre les deux, parce que je crois qu'elle a 3 enfants, moi aussi. Mais vous voyez, c'est ça la vie. Ouais, non, mais carrément. Alors, je t'invite à revenir dans le cadre. Il y a, enfin, te rasseoir. T'as raison. Et je on t'ai a une dit, moi, je question suis là-bas. ligne 404. Ah bah, c'est très bien. Mais je pense qu'on a tous un petit côté not found ici, hein, donc. Je suis un peu borderline. T'as une question là-bas, Olivier? C'est pas une question, c'est pas de l'association Execo, en la personne de Valérie, qui est la directrice de l'association Execo. Si vous pouvez lui faire une petite place. Mais bien pour sûr. Mais l'accueillir. attends, non, qu'elle prenne ma place. Elle peut prendre la mienne, moi je suis Elle vous rejoint immédiatement. Voilà, merci. Applaudissez, Merci. Execo. Ça va et toi? On s'est déjà vu. Mais oui, avec Campus 2023. Vous avez repris des apprentis? J'ai recruté Paul. Paul. Alors Paul, pour votre information, c'est un de mes stagiaires du rugby. Il était chômeur. C'est vrai, hein? Tu peux témoigner. Il était chômeur. Pendant 2 ans, je l'ai coaché pour lui faire comprendre qu'il était quelqu'un de très bien. Et il avait des origines. Il venait, je veux pas dire de métis, Algérie, France. Algérie, France, voilà. Et il était meilleur que moi. J'arrêtais pas de lui dire, mais Paul, t'es meilleur que moi. C'est vrai, il est meilleur que moi. Mais il y croyait pas. Parce que qu'est-ce qu'un vieux peut dire? Parce que d'habitude, il avait toujours l'habitude d'avoir des gens plus âgés qui lui enfonçaient la tête sous l'eau. Pendant 2 ans, avec la Fédération française de rugby, Campus 2023 et la Fédération française du bénévolat, et votre merveilleuse fédération, parce que derrière Execo, il y a une très belle fédération aussi, eh bien, il a repris confiance. Et on est sur le Val d'Oise. On a comme ça coaché une dizaine de jeunes, et 100% d'entre eux ont soit retrouvé du travail dans le domaine du sport, soit repris les études dans le domaine du sport. Mais on a fait plein d'animations numériques. Vous savez quoi? Au début, j'arrivais pas à les canaliser. On a joué aux jeux vidéo pendant presque 6 mois. Bravo. Je la connais par contre. Hein. Du coup, bonjour. Moi, c'est Valérie. Je suis effectivement directrice de l'association Execo et déléguée de l'UFOLEP 95. Donc, c'est la fédération à laquelle Execo appartient. Merveilleuse fédération de jeunesse et éducation populaire. Tout à fait. Du coup, Execo, ça fait une petite vingtaine d'années que je l'ai créé avec des copines. Je suis issue du handball. L'objectif, c'est d'utiliser le sport comme outil de santé, outil d'insertion, d'éducation. Donc voilà, on se déploie essentiellement sur Cergy-Pontoise, puisque c'est là que j'habite, mais avec des partenaires comme l'IFAC, des fois on va ailleurs sur d'autres territoires. En fait, l'objectif, c'est vraiment toujours de se dire que le sport, c'est un outil. Et on peut tout faire, on peut vraiment travailler avec tous les publics à travers la pratique sportive. Alors nous, on ne fait pas de e-sport, parce qu'on n'a pas encore... Appelle-moi. Ouais, voilà, c'est ça. On ouvre Campus 2030 au mois de septembre. Eh ben, pourquoi pas. À Argenteuil, même endroit, même place. On travaille avec un peu du numérique, mais plutôt sur des murs interactifs. Mais en fait, tout ce que vous avez dit depuis tout à l'heure, ça me parle. On a la volonté d'accompagner les jeunes. C'est comme ça qu'effectivement, on a régulièrement des apprentis, des stagiaires. Parce que quand moi j'ai commencé il y a une vingtaine d'années, j'étais très jeune, jadis. Ouais, mais t'étais handballeuse quand même. Oui, mais effectivement, quand on a monté l'association en disant, voilà, on veut faire du sport autrement, à 22 ans, les collectivités nous ont un peu regardé en disant, bon, ils sont gentils, des gens issus de l'immigration, pour la plupart des cofondatrices de l'association, on n'a pas le poids, et le milieu sportif français est quand même assez marqué. Et t'imagines, pour un blanc comme moi, c'était pire encore, j'avais pas la crédibilité, j'étais pas black. mais bon, après, quand on regarde, voilà, le sport aujourd'hui en France, quand on va dans les institutions, c'est quand même assez... les cheveux blancs, il y en a beaucoup. Des hommes, il y en a beaucoup. Il y en a même trop, des cheveux blancs. Voilà, c'est un peu
marqué, on va dire comme ça. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment ça pour nous, c'est de permettre à vraiment chacun de prendre plaisir, comme nous, on avait pris plaisir dans la pratique du handball, partout et pour tous. Donc on a des pratiquants à partir de 9 mois, donc dès qu'ils commencent à marcher, jusqu'à 80, la plus âgée, puisque c'est une femme, elle a 93 ans. Waouh. Voilà. Mais là maintenant, il est temps peut-être que tu passes au numérique là maintenant. Hein, il faut que tu viennes dans le e-sport là maintenant. Hein. En fait, l'association, c'est un milieu vivant. Donc chaque membre apporte un peu sa pierre à l'édifice. On n'a pas encore accueilli de pépites qui aient envie de développer le e-sport. Voilà, c'est pour ça que ce n'est pas encore... Mais la porte, elle n'est jamais fermée. Du coup, moi, je trouve ça super comme projet. Et justement, sur cet accompagnement des jeunes, est-ce que vous voyez que le sport, à la fois, enfin moi, il y a 3 dimensions qui m'intéressent et à voir si ça, de quelle manière ça résonne avec votre activité. Enfin, sur la question des valeurs, parce que c'est vrai que le sport, ça permet de mettre et de matérialiser un certain nombre de valeurs, de vivre ensemble, etc. Je pense aussi aux compétences qu'on peut acquérir dans le sport et j'imagine c'est un levier aussi assez fort du sport en tant qu'objet de médiation et peut-être aussi d'expériences vécues au sens un peu plus général. Est-ce que finalement ces 3 dimensions que vous travaillez, peut-être de quelle manière ça s'incarne concrètement, cet accompagnement, voilà. Alors, il s'incarne de différentes manières. On a des programmes vraiment spécifiques où on accompagne les jeunes pendant 6-7 mois vers les métiers de l'animation et du sport. Enfin, voilà, nous, on n'invente pas ce qu'on ne sait pas faire. Et en fait, on est sur une gouvernance horizontale. Donc, chaque personne qui rentre un peu dans... pas forcément bénévolement d'ailleurs, que ce soit stagiaire, apprenti, est toujours à la même hauteur, Et l'idée, c'est que chacun peut apporter sa pierre à l'édifice. Donc, on accompagne tous ces jeunes comme on accompagne des fois des bénévoles plus âgés. Il n'y a pas de différence. Alors, ça demande beaucoup d'investissement, des fois de patience, mais en fait, ça se fait vraiment naturellement. Et puis, on n'oublie pas qu'on a été jeune aussi et que des fois, la parole est décrédibilisée du fait de la jeunesse. Là, c'est un effort au quotidien de se dire, en fait, exprime-toi, n'hésite pas, prends la parole, tu as envie de monter ça, tu nous expliques. Si ça correspond aux valeurs de l'association, on te suit, il n'y a aucun souci. Et du coup, en fait, on ne s'interroge pas sur la manière de les accompagner parce que finalement, c'est naturel. Moi, j'avais une question aussi, et n'hésitez pas dans le public si vous en avez, sur la question de... Parce que là, ce qu'on se dit, c'est que il y a plein de témoignages déjà sur effectivement à quel point le sport, ça peut être un levier formidable pour remobiliser, pour activer des choses. Moi, je me pose la question de la transférabilité, c'est-à-dire que finalement, est-ce qu'aujourd'hui, à moins qu'on se dirige vraiment dans les métiers en lien avec le sport, est-ce que, et peut-être que ça, vous pouvez aussi y répondre, ou des personnes qui y participent, est-ce que les entreprises valorisent ça? Est-ce que c'est socialement valorisé, la pratique sportive? Est-ce que vous voyez, par exemple, dans les jeunes que vous accompagnez, sur le plan de l'insertion professionnelle, effectivement, ils arrivent à valoriser une pratique sportive, un engagement aussi associatif Alors, je ne sais pas si je suis la plus... Je prendrai le relais. Ouais, voilà, si je suis la mieux placée. J'ai l'impression, en tout cas, que oui, ça devient un levier et quelque chose qui est valorisé, même si, en mon sens, ça reste un peu basique, quoi. C'est pas encore vraiment développé comme ça pourrait l'être. Oui, je suis président de Culture du Cœur. Donc on recherche de plus en plus des relations plus précises avec Execo. C'est pas facile, mais on espère y arriver. Alors, par rapport à votre question, disons que depuis 2-3 ans maintenant, on essaie d'utiliser la médiation sportive pour l'insertion sociale, bien sûr, d'abord au niveau des jeunes.
Et quand on a fait découvrir certaines pratiques à des jeunes de structures sociales, soit de prévention, surtout de prévention et autres, on les a fait rencontrer des clubs de handball, de basket, à Saint-Ouen-l'Aumône, à Cergy, tout ça. Et je peux vous dire que rien que le fait de participer à ce type de rencontre, ça démultiplie complètement la confiance en soi, mais aussi une dynamique de relationnelle. Et aujourd'hui, vraiment, disons, c'est bien dommage qu'on a découpé d'un côté la culture et le sport, parce que le sport, c'est un facteur relationnel important. On a oublié que le support numéro 1 de la communication, c'est la rencontre physique de l'autre. Et aujourd'hui, voilà. Et donc aujourd'hui, il faudrait que le numérique, l'écran soit un motivateur, un motivant pour relancer cette relation physique avec l'autre et pas un enfermement simplement dans une sédentarité. Et je crois qu'aujourd'hui, pour les jeunes, c'est quelque chose de fondamental. Alors, on espère développer beaucoup plus nos relations avec Execo. Nous sommes en relation, nous, avec toutes les structures sociales du département. Mais en même temps, il n'y a pas du tout de sensibilisation des travailleurs sociaux à cette dimension-là. Est-ce que je peux prendre Pas le relais? Attends, je finis. Ah, d'accord, vas-y. Il y avait à un moment donné à l'ILEPS, ils avaient une structure APA, activité physique adaptée. Ça, ils ont supprimé, ça vient d'être remis en place. Aujourd'hui, il y a un développement de la santé du sport très fort. Il y a un développement de l'APA très fort aujourd'hui. Je suis aussi au comité Pierre de Coubertin et on est très sensible à ça et on suit ça très bien. D'ailleurs, le référent technique, c'est le président Jean-Marie Turgis de ça. Et il y a une dimension aujourd'hui qui est vraiment à développer. Elle est fondamentale pour le problème de la société et l'insertion des jeunes dans la société. Tout à fait. Alors, vraiment tout à fait d'accord avec vous. Et Execo est vraiment un pilier là-dessus. Pour l'avoir pratiqué, parce qu'on faisait du coaching ensemble, hein, et franchement, si on arrive à décloisonner jeunesse, éducation populaire, culture et sport, et qu'on arrive plutôt à travailler en union, là, on a des très belles perspectives. Parce que souvent, les enfants se trompent. Moi, personnellement, je me suis trompé en tant que jeune. Moi, j'étais persuadé que j'allais être joueur de hockey sur glace professionnel. Okay. Donc, si j'avais pas par le biais des rencontres décloisonné mon rêve qui était de devenir joueur professionnel de hockey sur glace, j'aurais fait une grosse déprime et probablement que j'aurais raté peut-être une carrière qui de toute façon était vouée à l'échec, hein, parce qu'on est joueur de hockey sur glace 4 ans, 8 ans, 10 ans. J'aurais pas pu aller jusqu'à 65 ans ou 92 ans. J'aurais jamais pu. Okay. Et donc, heureusement que j'ai rencontré des gens qui m'ont obligé à décloisonner sport et numérique, sport et e-sport, sport et jeunesse, et sport et ce que vous faites très bien chez Execo, c'est sport et accompagnement vers la pratique du bénévolat, essentiellement chez les femmes. J'adore ce que vous faites sur Octobre Rose, par exemple. Magnifique. Et puis d'autres opérations. Nous, ce qu'on fait, c'est l'AFM Téléthon. C'est très important de décloisonner. Okay, et donc, du coup, pourquoi on est tous ensemble ici? C'est parce qu'il y a une chance pour les jeunes même si on est en situation d'échec, parce qu'on rêve de devenir le prochain Mbappé. Ça, c'est le rêve que j'entends le plus souvent en ce moment. Ils rêvent tous, mais enfin, le problème, c'est que c'est les parents qui rêvent qu'ils deviennent Mbappé. Ils se foutent sur la gueule sur les terrains de sport et ils oublient qu'il y a 99 chances sur 100 qu'ils ne deviennent pas Mbappé, le gamin. Okay, et donc, du coup, heureusement qu'il y a des associations qui passent la frontière du sport pour aller chercher non pas simplement les valeurs le savoir qui dépasse le savoir-faire. Dans le football, il y a du savoir-faire, par exemple. Dans le handball, il y a du savoir-faire qui dépasse aujourd'hui le savoir-être. Parce qu'aujourd'hui, on a un problème de civilisation avec la e-civilisation, la e-violence, hein, le e-intérêt de s'impliquer, parce que tout ça, c'est e. Hein. Aujourd'hui, il y a une quatrième valeur qu'on a oubliée et que vous avez décrit, que vous avez également utilisé, c'est le savoir vivre ensemble, qu'on appelle en anglais le life skill. Okay, et l'avantage du e-sport, c'est que ça rejoint toutes les communautés. Et c'est ça qui m'a beaucoup plu dès 1991 quand je suis allé à Los Angeles, c'est qu'on m'a donné une carte blanche. Il n'y avait pas de modèle. Donc j'ai développé dès 1991 du life skill et devinez